Alors, messieurs, dames, mes chers collègues, bonjour. Je déclare la séance du Conseil municipal de ce jour 23 septembre ouverte et je vais commencer par l'appel. Donc, Madame Lesbat, Monsieur Lureau, Madame Brochard, Monsieur No, Madame Vinter, Monsieur Verdon, Monsieur Messailly, Madame Goury, Madame Abadi, Madame Fourant, Monsieur Maître. Alors, Madame Lahari est absente et je n'ai pas la procuration avec moi. Monsieur Vidou, Madame Meurin, Madame Maury, Monsieur de la Victoire, Madame Dauvilliers, Monsieur Dauvilliers, Monsieur Cholet, Madame Rigbosch, Monsieur André Lebègue, Monsieur Colombo, Madame Boniface, Madame Elfadi, Monsieur Aguerre est absent à donner procuration à Madame Lesbat, Madame Malada. Monsieur Nicolas est absent à donner procuration à Madame Elfadi et Madame Tressard Nathalie. Je vous remercie. Alors, nous allons passer. Donc, nomination du secrétaire de séance. Je vous propose de nommer Madame Marilus Abadi, secrétaire de séance. Si personne n'y voit d'inconvénient. Merci. Et nous avons des communications d'abord de Madame Lesbat, s'il vous plaît. Merci Alain, bonsoir à tous. Alors je vais commencer par, voilà, j'ai amené avec moi un prix. Donc après avoir eu un prix l'année dernière concernant le challenge de la mobilité, cette année nous avons eu ce prix donc mobilité des communes au niveau métropolitain avec une autre commune qui est Bordeaux. Donc nous avons eu ce prix. Pour quelles raisons? Alors, justement, par rapport à toutes les actions que nous menons en continuité tous les ans, hein, avec des... on n'a pas présenté, nous, si vous voulez, une action. On a présenté un ensemble d'actions en lien avec les ADM, les ambassadeurs de la mobilité, qui, je vous le rappelle, étaient nos services civiques, et qui ont fait le lien justement entre toutes nos actions que nous menons, que ce soit des actions de sensibilisation auprès des jeunes, auprès des seniors, auprès des familles, avec des ateliers réparation, avec des rencontres. Elles ont participé à de nombreuses actions de festifs comme la guinguette de la mobilité. Elles ont participé à l'échange, la rencontre qu'on a faite avec Lormont, la déambulation qu'on a faite à vélo, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, on a gagné ça. Et en fait, on a aussi un lot qui est une fresque, non pas du climat, mais c'est sur le même principe, une fresque de la mobilité qui sera proposée aux agents de la commune. Voilà. Ça, c'était... Et alors, je voulais en profiter aussi, parce que c'est important, remercier justement les agents qui... c'est surtout grâce à eux, hein, qui œuvrent tous les jours sur ce sujet, Sandra et Arnaud, et qui font ça de façon très, très pro et avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. La deuxième communication, c'est rappeler que vendredi soir à 19h au Cuvier de Fédot, il y a le lancement de saison. Donc vous pourrez venir voir toute notre programmation avec de nombreux artistes qui viennent présenter eux-mêmes leur spectacle. Et avec un spectacle à la fin, Kalangata, qui est un concert très tonique aussi, voilà, qui mettra tous de bonne humeur et dans une bonne ambiance. Voilà. Réservation, oui, pour qu'on... voilà. Voilà, j'ai tout... Merci, Madame Lesbat. Pour les communications. Je passais la parole à Monsieur No pour un bilan de rentrée scolaire. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vous fais une petite parenthèse sur la rentrée scolaire, mais une rapide parenthèse, hein, puisqu'il y a beaucoup d'éléments de structure des classes qui sont repris dans le MAC. Donc, simplement, il y a 725 enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école et ils ont été répartis dans les 31 classes de notre école et ils ont été répartis selon le principe de notre carte scolaire, ce qui est
très, très important. Bon, je vous passe les détails sur la composition des classes. Et ce que je tiens à préciser, c'est qu'actuellement, l'école Joséphine Becker cohabite avec les autres écoles du centre-bourg. Ça, c'était prévu. Et ensuite, il y a une rentrée qui est prévue, une deuxième rentrée pour Joséphine Becker, qui est prévue le lundi 4 novembre dans l'espace qui leur est dédié. Alors, moi, ce que je tiens aussi à faire, je tiens à remercier le service enfance-jeunesse qui ont fait un travail remarquable pour préparer cette rentrée de classe, et en particulier Madame Bernot, qui a enregistré depuis mars 2024 jusqu'à la rentrée, qui a enregistré tous les élèves inscrits dans nos écoles. Et je remercie également le service technique municipal qui, les 15 derniers jours des vacances, ont préparé les salles de classe pour que cette rentrée scolaire soit une réussite. Et ça a été une réussite. Merci, monsieur No. Je voulais en profiter donc pour annoncer ce que j'ai annoncé ce matin pour les Lève-Tôt sur France Bleu Gironde, sur le fait que nous allons aussi envoyer nos enfants de CP à partir du mois de janvier, donc à l'apprentissage de la natation à la piscine au complexe Élodie Laurandi, au complexe aqualudique de la ville de Senon. Et donc je profite pour remercier aussi le partenariat avec l'éducation nationale, bien sûr, sans qui rien ne pourrait se faire, sur cet apprentissage de la natation, donc financé par la commune. Je vais passer la parole à madame Winters. Merci. Pour ma part, je faisais l'annonce pour le 12 octobre du repas des aînés, auquel vous êtes conviés, bien sûr. Les invitations sont parties et à ce jour, nous sommes déjà à 220 invitations de reçus, enfin aînés d'inscrits, donc ce qui est pas mal. Voilà, en tout cas c'est le 12 octobre. Voilà. Merci. Donc, nous allons passer maintenant au point suivant, qui sont les décisions, tableau des décisions, donc 4 décisions, une concernant Elise Atlantique, avenant de contrat de collecte et de traitement du papier, service Courfedo avec l'adaptation à la grille tarifaire, l'association La B7 avec le contrat de cession pour l'inauguration de la halle de marché, la manifestation qui a eu lieu, et enfin Pilio Assurance pour un petit règlement de sinistre. Je vous propose maintenant de passer aux délibérations. Monsieur Colombo, vous aviez quelque chose. Alors, ce que je vous propose, monsieur Colombo, quand c'est comme ça, à l'avenir, c'est, si vous pouvez m'en parler un petit peu avant, puisque théoriquement, on est dans la phase où on a les communications du maire, mais à titre exceptionnel, je vous donne la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Mais en fait, je ne savais pas que l'adjoint à l'éducation et à la petite enfance allait prendre la parole et faire une communiqué. Donc, c'était pour réagir et compléter. Et je le remercie effectivement pour cette rentrée qui s'est très bien passée, en tout cas dans les écoles élémentaires. Mais je l'invite à se rapprocher effectivement aussi du collège de secteur avec laquelle la rentrée ne s'est vraiment pas bien passée et qui est en contact depuis plus de 6 mois, essaie de contacter l'adjoint et qui n'a pas de réponse. Et donc, ça serait bien qu'on se rapproche vraiment parce qu'on a des artilleurs qui passent de l'école élémentaire au collège de secteur et on a de gros problèmes de rentrée scolaire et de fonctionnement. Donc, je vous invite, monsieur l'adjoint, à prendre contact avec le collège. Alors, monsieur Colombo, que vous avez effectivement des questionnements aussi importants que cela, puisque j'ai moi-même été en contact avec monsieur le maire de Senon sur ce sujet-là aussi, et peut-être soit poser une question orale, de sorte qu'on puisse vous apporter des éléments, plutôt que d'interpeller un petit peu à la volée comme ça l'adjoint. Donc je vous ai laissé la parole, mais ça ne m'incitera pas à le faire la prochaine fois. Je trouve que ça un petit peu cavalier d'interpeller de cette manière monsieur No. Voilà. Alors je vais rappeler, monsieur le maire. Monsieur Colombo. Oui, non, mais vous me voilà, dites... donc je vous laisse la parole, mais voilà, je pense qu'on est quand même dans un état d'esprit où on n'est pas là pour s'interpeller de cette manière-là, et je n'apprécie pas la façon dont vous le faites, dont vous prenez un parti, un adjoint, sur un périmètre en plus sur lequel nous ne sommes pas directement concernés. Je vous rappelle que le collège de Senon, c'est comme le lycée, les universités, effectivement. Nous intervenons en termes de moyens sur les écoles primaires, élémentaires et maternelles. Nous n'intervenons pas directement sur le collège, donc on peut être interpellé par un tel ou un tel, mais ce n'était pas d'une part à l'ordre du jour du Conseil. Encore une fois, si vous avez des questions particulières à poser,
vous pouvez nous contacter d'une autre manière que de nous interpeller de cette manière un petit peu Je- cavalière, encore une fois, dans ce début de conseil. Alors je vous remercie, monsieur le maire, de me le rappeler. Effectivement, c'est peut-être cavalier, mais sauf que ça fait plusieurs fois que j'interpelle, y compris monsieur le directeur de cabinet, qui a interpellé lui-même l'adjoint en question et qui n'a jamais eu de rappel et qui n'a jamais fait rappeler le collège. Donc c'est pas cavalier. Je suis intervenu plusieurs fois déjà. J'ai appelé. Mais encore une fois, monsieur Colombo, ce n'est pas notre périmètre. Je n'ai pas. Ce n'est pas notre périmètre. Donc on peut c'est pas notre interpeller- périmètre. Donc Ce- les non. artigués. Alors, ce n'est pas le périmètre de monsieur No. Le périmètre en éducation, enfance, jeunesse, il va sur l'éducation jusqu'à l'école primaire. Après, Ah. ça peut être le collège, ça peut être le lycée de secteur, ça peut être autre, effectivement. Là, si on a un sujet où je sais que monsieur le député Alain David est intervenu, moi, je n'ai pas été contacté non plus directement pour l'instant. Donc, voilà, nous Si. prendrons les choses Si. et encore une fois, non, je n'ai pas été interpellé, moi, directement sur ce sujet-là. Et encore une fois, ce n'est pas notre périmètre. Alors, on peut toujours faire des interventions dans tous les secteurs, sauf que voilà, le député est intervenu à son niveau, je pense au bon niveau, À ma demande, et ça oui. devrait effectivement porter, je l'espère, ses fruits. Bien, nous passons maintenant aux délibérations. Alors, délibération numéro 39, elle concerne, donc la première délibération de ce conseil, l'approbation donc du procès verbal du 24 juin 2024. Est-ce qu'il n'y avait pas eu de remarques en commission ? Il n'y a pas de remarques particulières, donc je vous propose de mettre cette délibération au vote. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? 6 voix. Qui est pour ? Donc, je vais demander de lever la main. Merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Alors, la délibération suivante, elle concerne donc l'installation donc le procès verbal d'installation d'une nouvelle conseillère municipale, donc en l'occurrence suite à la démission de monsieur Vincent Coyac, et donc nous accueillons dans ce conseil aujourd'hui madame Nathalie Tressard, qui prend aujourd'hui bien sûr ses fonctions et qui siégera dans les commissions en lieu et place de celles dans lesquelles siégeait monsieur Vincent Coyac. Donc voilà, je suis très heureux d'accueillir madame Tressard et j'espère qu'il en est de même pour les conseillers ici présents. Voilà, donc il n'y a pas de vote, hein, nous prenons acte, nous demandons au conseil municipal de prendre acte. Alors, nous passons à la... Enfin, je ne sais pas s'il y a une prise de parole, peut-être. Non, il n'y a pas de... Bon, je vous remercie. Donc, nous passons à la délibération suivante, la délibération 41, donc, qui consiste... C'est la délibération à délivrer donc un mandat spécial pour la participation de 2 élus au 106e Congrès des maires de France. Donc vous voyez que c'est une institution qui ne date pas d'aujourd'hui ni de ce mandat, et donc sur lequel nous proposons que Madame Corinne Lesbatz et Madame Claire Winter participent à cette manifestation et m'accompagneront pour une journée ou deux journées sur ce congrès. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Qui est pour ? Merci. Donc à la majorité, la délibération est adoptée. En suivant donc la délibération numéro 42, donc elle concerne la mise à jour des frais de remboursement de déplacement, de repas et d'hébergement des agents de la collectivité. Donc rien de particulier à dire sur cette délibération-là. Donc c'est une mise à jour des indemnités de repas, de nuitée, des frais de transport, etc. Donc tout est dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Non, pas de questions. Écoutez, je vous remercie. Je propose de mettre au vote. Donc je mets au vote. Donc qui est contre ? Personne. Qui s'abstient non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette délibération 42 est adoptée. Je vous en remercie. La délibération 43, c'est la même chose, simplement elle s'adresse cette fois-ci au séjour éventuel des élus et des remboursements des frais de garde ou d'assistance dans le cas où des élus seraient concernés. Et là encore, c'est lié à la mise à jour donc, des montants proposés par l'État. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ?
Oui, Monsieur Colombo. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, une question. Il serait de bon ton aussi de faire une délibération sur la récupération des pertes de salaire des conseillers municipaux, y compris de l'opposition, quand ils perdent du salaire pour pouvoir faire leur mission de conseillers municipaux. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose l'on pourra peut-être un jour étudier. Je ne connais pas le détail du sujet. Et après, la difficulté, c'est que si on le fait pour certains, pourquoi pas pour d'autres? C'est voilà, un petit peu quelque chose de compliqué, qui n'est pas quelque chose d'obligatoire. Hein, qui n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui pourrait être étudié, mais qui n'est pas aujourd'hui prévu, effectivement, dans notre assemblée pour le moment. Effectivement, c'est pas prévu, mais c'est pas la première fois que je le demande, et ça fait même des mois que je le demande en passant par vos services. Alors, je propose de mettre cette délibération 43 au vote, si je n'ai pas déjà fait, je ne crois pas. Alors, donc, qui est contre? Oui. Oui, c'est la 43. Oui, l'intervention de M. Colombo était pas directement en lien, mais elle était sur la 43, donc je n'avais pas encore mise au vote. Donc, nous votons pour la 43. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, non, je n'en vois pas. Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Et donc, qui est pour? À la majorité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Délibération donc 44, elle concerne c'est le mise à jour du tableau des effectifs avec la création de 2 postes. Alors un poste de catégorie A qui fait suite à l'avancement d'un agent de catégorie B, donc c'est pas un emploi, mais c'est une directrice en l'occurrence qui a été promue donc au grade d'attaché territorial. Donc il nous faut créer le poste. Et donc création d'un poste. Et le deuxième concerne la suppression d'un poste d'un agent de catégorie C pour permettre, alors c'est un peu particulier, mais à cet agent d'être admis en tant qu'apprenti dans la collectivité, puisqu'il ne peut pas avoir le double statut d'être à la fois apprenti et à la fois employé. Donc il doit démissionner de son statut d'employé pour devenir apprenti et ensuite réintégrer plus tard la collectivité. D'où la raison de cette suppression temporaire de poste. Je l'espère, puisqu'il devrait réintégrer la collectivité à l'issue. En tout cas, c'est un engagement fort de sa part. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 44 est adoptée. Et pour ce qui me concerne, donc la délibération 45, donc c'est la délibération classique annuelle qui crée des postes d'agents non titulaires pour l'accroissement temporaire d'activité. Donc vous avez, comme tous les ans, j'allais dire, la liste des postes concernés. Je ne vais pas m'étendre non plus. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 45 est adoptée. Et je vais donc passer maintenant la parole à Monsieur Thierry Verdon pour la délibération 46. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de la construction du groupe scolaire situé avenue Île-de-France, la société Enedis en charge de la distribution d'électricité a sollicité la commune pour une signature d'une convention de servitude de passage sur la parcelle communale afin de procéder au raccordement des immeubles au réseau électrique. Cette servitude permettra à Enedis de réaliser et entretenir les ouvrages nécessaires au raccordement électrique du groupe scolaire, tout en garantissant la continuité de la fourniture en électricité. Cette convention proposée par Enedis précise les modalités techniques, juridiques, financières liées à cette servitude. Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur cette délibération purement technique? Non, je ne vois pas de questions. Bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Donc, je vais passer la parole à M. Messey pour une série de délibérations finances. On va commencer par la 47.
Monsieur Messailly. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc, 6 délibérations finances ce soir. Des délibérations plutôt techniques, notamment donc, les premières, les 3-4 premières. Donc, on commence donc par la 47, monsieur le maire. Délibération relative à l'annulation d'un titre de recette pour la location de la salle communale de la Grange Bétail. Elle a donc été louée à un usager sans avoir été préalablement suffisamment nettoyé par cet usager, ce qui fait que le lendemain, l'usager du samedi, enfin le locataire du dimanche, pardon, n'a pas pu pleinement utiliser cette salle. Il l'a néanmoins utilisée, mais pas tout à fait à hauteur de ce qu'on pouvait attendre de cette location. Et donc, il vous est proposé d'accorder une remise gracieuse à cet usager qui n'a pas pu utiliser cette salle le dimanche. Donc, c'est une remise de 200 €. Monsieur Merci, monsieur Messailly. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 47 est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 48, monsieur Messailly. Merci, monsieur le maire. Autre délibération technique, des délibérations que l'on retrouve tous les ans et parfois plusieurs fois par an. Donc là, il s'agit donc d'une délibération relative à la perte de créances irrécouvrables, tant sur le budget principal que sur le budget annexe. Sur le budget principal, donc, il y a les fameuses admissions en non-valeur. Je répète ce que ça veut dire. Donc, le comptable public demande à admettre en non-valeur ce qu'il n'a pas réussi à recouvrir. Donc, c'est des petites sommes qu'il n'arrive pas à recouvrir. Et plutôt que, je dirais, user le soleil à recouvrir ces petites sommes, il nous demande de les admettre en non-valeur. Cette admission en non-valeur pour ce budget principal sont de l'ordre de 1 900 €, 1 926,23 € très exactement. Toujours sur le budget principal, il y a en plus des admissions en non-valeur, donc des créances éteintes. Donc ça, c'est des décisions extérieures. Typiquement, l'exemple, c'est l'annulation de dette par un juge en cas de surendettement. Donc là, en l'occurrence, c'est des décisions qui nous sont parfaitement contraintes, au demeurant comme l'admission en non-valeur. C'est le comptable public qui ne veut plus aller les chercher. Et ces créances éteintes sont de 1 800,72 € pour être très précis. Toujours dans le corps de cette délibération, et non plus sur le budget principal, mais sur le budget annexe, on vous propose donc une admission en non-valeur de 187,68 €. Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions, des prises de parole? Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 48 est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 49, monsieur Messailly. Merci, monsieur le maire. Donc, la délibération 49, qui est relative donc à l'adoption d'un protocole transactionnel avec un opérateur d'imprimante qui est Sharp en l'occurrence. Donc, il s'agit là de pouvoir régler les factures liées à ce contrat. C'est un contrat qui date de 2017. Qui ne prévoyait pas à cette époque-ci un usage des imprimantes à hauteur de ce qui a été réalisé. Donc la ville, dans cette volonté d'apurer ses anciens contrats, on l'a vu par ailleurs sur le contrat d'Alkia qui a eu du mal à facturer, on l'a vu aussi sur d'autres contrats. Donc la ville et la direction financière ont cette volonté de reprendre tous ces contrats qui n'étaient pas nécessairement bien ficelés originellement. Pour la plupart de ces contrats, ils sont d'avant 2020, mais en l'occurrence, notre rôle et notre devoir, c'est de pouvoir apurer ces contrats et faire en sorte qu'on puisse payer nos factures et passer à autre chose dans un cadre beaucoup plus calibré, beaucoup plus mesuré. Donc ce protocole vous est proposé pour ce protocole transactionnel, vous est proposé pour pouvoir mandater les dernières factures à hauteur d'un peu moins de 15 000 €. Monsieur le maire. Merci, monsieur Messailly. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce protocole?
Oui, Monsieur Cholet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues. Oui, je suis un peu surpris quand même que 2017, on est en 2024. Au bout de 7 ans, on s'aperçoit qu'on a un contrat qui est mal ficelé. Moi, à titre d'exemple, alors j'ai comparé parce que dans le lycée où je suis, on a 8 photocopieurs et à l'année, on est à 15 000 euros. Sharp, donc ça tombe bien, j'ai fait le comparatif. Et là, on est sur des montants quand même. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand on lit en détail, on est sur l'explication, c'est lié à l'évolution du Covid qui a fait qu'on se retrouve avec un nombre de copies qui n'avaient pas lieu d'être. La deuxième remarque que j'ai envie de formuler, c'est que si le contrat avait été... excusez-moi, je me fais un peu critique, hein, c'est-à-dire que nous, on prévoit une augmentation à la hausse ou à la baisse de 15%, avec la gestionnaire de l'établissement dans lequel je suis, et à la hausse ou à la baisse, ça veut dire que si on fait plus de 15%, on a un tarif minimum qui est négocié, comme à la baisse, c'est déduit des factures en cours. Donc tout ça, ça m'interpelle parce que, les raisons, Covid, différents services, je m'interpelle aussi, je crois qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, on parle des services techniques. Et sauf erreur de ma part, il avait été décidé de la majorité de communiquer durant le Covid un maximum par mail. Et donc là, on se retrouve quand même avec des factures. Moi, ça me fait mal, enfin, je ne comprends pas. C'est-à-dire 15 000 euros, on aurait pu les mettre ailleurs, quoi. Vous savez bien qu'on a essayé de limiter vraiment le nombre de photocopies, notamment en passant par des systèmes numériques, ce qui n'était pas le cas avant. On est passé en tablette numérique. À plusieurs reprises, je sais que les élus, un certain nombre d'élus souhaitent avoir des documents papier, notamment lors du budget. Alors je sais que c'est difficile d'étudier un budget quand on n'a pas les éléments papier ou quand on n'a pas l'appui des services, notamment de M. Pujol qui fait ce travail-là, la comptabilité. Donc nous, on a ces services-là. Je peux comprendre que pour vous, élus d'opposition, ce soit compliqué, mais régulièrement, vous nous demandez ça. Donc on a tout fait pour réduire malgré tout le nombre de photocopies. Après, voilà, le contrat, il était passé en 2017. Moi, je n'ai pas tous les éléments. Il se trouve qu'on est au-delà des 15%. Donc, on a eu un premier avenant et que maintenant, il faut bien régler ces factures, quoi qu'il arrive. Donc, on n'est vraiment pas dans une profusion de photocopies, si c'est un peu ce que vous souhaitiez dire, Monsieur Cholet. Monsieur Messailly veut peut-être compléter. Juste, je me permets, Monsieur le maire, Monsieur Cholet, de faire un rajout. En l'occurrence, pour ce protocole transactionnel, le contrat originel, comme vous le disiez, prévoit évidemment donc des dépassements de plafond, mais des dépassements qui sont mesurés. Là, en l'occurrence, ces dépassements de plafond allaient au-delà de ce qui était prévu par le contrat sur une période avant 2020. En l'occurrence, c'est une initiative de la ville de pouvoir apurer ce contrat. Sharp, on a eu tout le mal du monde à pouvoir les contacter et à pouvoir payer ce qu'on doit, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est apurer l'ensemble de ces contrats-là. Enfin, ces quelques contrats, je dis pas, quand je dis l'ensemble, c'est les quelques contrats qui étaient plutôt mal ficelés historiquement, mais bon, on ne pouvait pas tout prévoir à cette époque-ci, j'imagine. En l'occurrence, là, il s'agit d'une volonté de la ville de pouvoir apurer le contrat, de passer à autre chose et de mieux calibrer dorénavant l'ensemble de nos contrats, qu'il s'agisse du contrat d'Alca qu'on a évoqué, qu'on a enfin réussi à apurer, ou du contrat Sharp. Mais effectivement, il s'agit d'un dépassement du plafond qui était initialement prévu. Merci. Alors, Madame Rick-Bosch, après Monsieur Colombo, on fait dans cet ordre-là. Allez-y, Madame Rick-Bosch. Juste une petite question, je suis un tout petit peu surprise, ou alors les lois ont beaucoup changé en 4 ans ou 5 ans, mais il n'y a aucun contrat, où j'en connais pas, qui ne soit pas renégociable annuellement, quel que soit le contrat de location. Voilà, jamais personne n'est engagé pour 7 ans avec une entreprise. Donc si vous aviez constaté qu'il y avait des gros dépassements et que le contrat n'était pas adapté à la consommation qui est faite à l'intérieur de la municipalité, rien ne vous empêchait de le renégocier bien avant cette date-là, bien avant 7 ans, parce que ça se renégocie tous les ans. Ou après, on appelle ça des contrats avec une clause léonine. On est bien d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équité entre les deux parties. Les deux parties ont la possibilité de renégocier les contrats quand elles veulent. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Colombo, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant ? Oh non, on va laisser M. Messailly répondre à Mme Rick-Bosch et puis je... À Monsieur Messailly. Oui.
Alors effectivement, les contrats, ça peut se renégocier, mais en marché public, on est tenu par la loi MOP et on ne renégocie pas des contrats si facilement que ça que dans la sphère privée. Vous avez parlé de conditions léonines. Effectivement, ce contrat a été négocié en 2017 sous un autre exécutif à des conditions léonines à la faveur de l'opérateur. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, en tant que gestionnaire d'un établissement public et gestionnaire des deniers des Artiguais, c'est de finaliser, passer à autre chose, payer ce qu'on doit et surtout prendre l'expérience de ce qui a été fait avant pour mieux pouvoir négocier. Donc effectivement, on peut négocier, on peut faire des avenants, mais lorsque l'on dépasse un certain niveau, M. Chollet l'a dit, lorsqu'on dépasse un certain volant là, de plus ou moins 15%, le Code des marchés publics ne nous permet pas de renégocier, on se retrouve tous autour d'une table, on négocie. Là, en l'occurrence, on est un peu plus formaté par la loi MOP, enfin par le Code des marchés publics. Donc notre intérêt, et je pense qu'on le partage tous, c'est de faire en sorte que les deniers des Artiguais ne soient pas dilapidés dans des contrats qui ne sont pas à la faveur des habitants. Donc notre but, c'est d'apurer ces contrats-là. On l'a fait avec Dalkia, on le fait aujourd'hui avec Sharp. Merci, M. Messailly. Alors, M. Colombo, je crois, avait demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Messailly. C'est vrai qu'on doit voir tout ça pour économiser les deniers de la collectivité, puisque c'est des deniers qui peuvent revenir pour faire autre chose pour les Artiguais. Moi, j'aimerais savoir, puisque là, on a vu Dalkia, maintenant on voit Sharp, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir essayer d'ouvrir tous les tiroirs pour voir si on a encore des contrats, parce que ce qui était valable en 2017 n'est peut-être pas valable en 2024, mais entre 2017 et 2024, il y a 7 ans. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment balayer tous les contrats qu'on a actuellement et ne pas attendre 7 ans pour les renégocier, les rediscuter, pour justement ne pas avoir des contrats sous-évalués qui nous font dépenser beaucoup plus parce qu'on est en dehors du contrat. Donc, je pense qu'il faut vraiment si on a des économies à faire, c'est sur ce plan-là. Déjà, le moindre euro qu'on peut économiser sur des contrats où on dépasse parce qu'ils sont sous-dimensionnés, donc le moindre dépassement nous coûte très très cher, et redimensionner les contrats comme il faut pour les renégocier. Alors, dans les éléments de réponse, d'une part, vous savez que, comme le disait M. Messailly, il y a eu un changement d'exécutif depuis 7 ans. Vous avez dû remarquer le changement. Et le deuxième point, c'est que sur ces contrats, notamment les contrats de photocopieurs, ça fait partie du périmètre qui est mutualisé avec Bordeaux Métropole, donc on devrait avoir des effets de masse plus importants et moins de dépenses sur ce domaine-là. Je vous propose de passer, M. Messailly, un dernier complément, puis on passera à la Juste parce que je n'ai pas répondu à Mme Bricbosch sur cette question, et effectivement, M. Colombo a repris. Le contrat, en l'occurrence Sharp, n'a pas 7 ans. Le contrat a échu depuis un certain temps, je n'ai plus la date en tête, mais il ne s'agit pas de 7 ans de contrat. On est à beaucoup moins. C'était 5 ans. C'était 5 ans, voilà. Donc aujourd'hui, on essaye de rattraper ces vieux contrats et d'en finir justement avec tout ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer au vote. Alors, donc, qui est contre ? Qui est contre ? Donc, 6 voix contre, excusez-moi, je n'ai pas annoncé le nombre de voix. 6 voix contre. Qui s'abstient ? Personne. Donc, qui est pour ? Donc, à la majorité, cette délibération indispensable est adoptée. Alors ensuite, nous passons à la délibération 50, importante délibération, puisque c'est la décision modificative, comme tous les ans d'ailleurs, du budget principal et du budget annexe. Monsieur Messailly. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, juste un petit élément de contexte, on vote un budget primitif. Les conseillers, les adjoints autour de cette table le savent, mais petit point de pédagogie, donc un budget primitif qui a été voté en début d'année, au 2 avril de mémoire, et il y a des ajustements en décision modificative qu'on vous propose ce soir. Donc il s'agit bien encore une fois d'ajustements, parce que quand on a présenté cette décision, certains ont pu confondre nouveaux projets et ajustements. Donc là, il s'agit bien de régler les points de ce budget et non pas d'apporter des éléments qui déséquilibreraient cette décision que vous avez votée. Alors, concernant cette décision modificative, plusieurs points. Donc, encore une fois, il s'agit donc de section de fonctionnement, de section d'investissement. Sur la section de fonctionnement,
Cette délibération modificative numéro 1, on va l'appeler la DM. La DM s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de un peu plus de 105 000 € et en section d'investissement, cette décision modificative s'équilibre à hauteur d'un peu moins de 390 000 €. Je vais évoquer donc les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses je vais vous synthétiser les 21 pages justement de cette délibération modificative. 21 pages multipliées par une trentaine de conseillers que nous sommes, ça fait effectivement beaucoup de papier. Je vais la synthétiser donc sur les dépenses de fonctionnement. Au chapitre 11, on a donc des achats et de variations de stock à hauteur de 3 000 €, 3 000 et quelques euros pour le réassort des vêtements de travail suite à l'arrivée de nouveaux agents. Des prestations de services extérieurs, la prolongation notamment donc des classes modulaires pour 2 mois uniquement évidemment. On a aussi donc des virements de crédit. Il ne s'agit pas forcément de dépenses, mais de virements de crédit, des écritures d'ordre liées à parfois des erreurs d'imputation et à cette nouvelle nomenclature qui est la nomenclature de la comptabilité publique qui est la M57. On l'a évoqué ici déjà plusieurs fois. Donc à hauteur de 64 000 € en positif et en négatif. Donc il n'y a pas de décaissement en quelque sorte. Quand je parle de virement de crédit, c'est sans décaissement évidemment. On peut aussi évoquer pêle-mêle donc des assurances sur les dommages aux biens sur le premier semestre, des honoraires de prestations à hauteur de 20 000 €. Pour le chapitre 65, et on va l'évoquer dans les 2 autres délibérations qui suivent, donc des évolutions de subventions au titre pour le CCAS et pour l'école d'art. On rentrera un peu plus dans le détail dans les 2 autres délibérations qui suivent. Et puis donc des écritures d'amortissement. Je vous parlais donc de la M57, cette nouvelle comptabilité publique dont on parle très régulièrement dans les délibérations finances. Cette nouvelle comptabilité a radicalement changé le régime de perception donc des amortissements et d'inscription, d'écriture de ces amortissements. Avant, en gros, pour faire rapide et essayer d'être le moins barbant possible. Avant, en M14, qui était plus souple, on travaillait plutôt sur des amortissements tout au long de l'année, on les inscrit et ensuite on les amortit sur l'année N+1. Là, en l'occurrence, en M57, les amortissements se font au prorata temporis, donc au gré du temps, je dirais. Et c'est là que l'exercice est un peu compliqué parce qu'il faut imaginer, anticiper les amortissements qui n'ont pas encore eu lieu, enfin sur des achats qui n'ont pas encore eu lieu. Donc effectivement, sur ce chapitre spécifique, on doit retravailler, nous, collectivités à Artic, comme toutes les autres collectivités qui font face à cette nouvelle nomenclature. On doit ajuster au gré de l'année le chapitre dédié aux écritures d'amortissement. Et je vous la fais très très bref. S'agissant maintenant donc des recettes de fonctionnement, il s'agit là pour le coup d'ajuster à la hausse certaines recettes, notamment des dotations, suite à la réception des notifications définitives des services de l'État. Je parle en bon français, c'est de la DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement. Donc sur ces recettes d'investissement, on compte le chapitre 20, notamment sur les immobilisations incorporelles. Ça, c'est des queues d'études, de frais d'études sur différents postes du patrimoine communal, à hauteur d'une quinzaine de milliers d'euros. On a la réfection aussi des terrains de BMX, et là, il s'agit plutôt d'immobilisation corporelle. Terrains de tennis qui ont d'ailleurs remporté, qui ont été lauréats d'une partie du budget participatif du département, des travaux de mobilier urbain à hauteur de 15 000 €, mais encore une fois, là, c'est des écritures d'ordre. Ces 15 000 € qui effectivement ont été déboursés, mais qui sont remboursés à travers le programme du FIC de la métropole. Donc c'est le fonds d'investissement des communes, c'est ça, le FIC ouais. Moins 25 000 € en dépenses concernant les travaux d'éclairage, mais parce qu'ils sont pris en compte dans la subvention versée par le SDEG, l'achat d'un véhicule frigorifique,
Ça, ce sont donc les immobilisations corporelles. Pour les subventions donc d'investissement qui ont été reçues, donc l'annulation, bon, c'est plus anecdotique, mais néanmoins, ça fait partie des éléments à faire ressortir des 21 pages de cette DM. L'annulation d'un titre qui a été émis en doublon à hauteur de 43 000 €. Donc, pour annuler un titre émis, il faut pouvoir le passer en délibération modificative. Voilà, et donc pour la partie recettes d'investissement, notamment sur les dotations, fonds divers et réserves, l'ajustement donc des recettes qui ont été perçues au titre du fonds de compensation de la TVA et de la taxe d'aménagement. Voilà, monsieur le maire. Merci pour ces détails, monsieur Messey. Y a-t-il des interrogations sur cette décision modificative? Non, si, monsieur Colombo. Oui, merci, monsieur le maire. Juste quelques petites remarques. Effectivement, avec la nouvelle nomenclature, c'est quand même un paradoxe, puisqu'on est censé faire un budget sincère, et on est obligé de faire mettre un peu de tout un peu partout et de rectifier régulièrement. Donc c'est problématique quand même. C'est pas moi qui vous dirai après que c'est un budget sincère. Après, on voit quand même que sur certaines choses, on voit apparaître, et c'est pas à la marge, hein, quand on voit apparaître des postes à 17 800 € pour des études, je pense, des rectifications, c'est quand même pas à la marge, c'est pas que des petites rectifications. Donc c'est j'aimerais, parce que le budget, on l'a pas voté non plus il y a un an, quoi. Donc il y a une vision à avoir sur ce qu'on va dépenser, à voir un peu plus longuement, quoi, parce que là, c'est un peu inquiétant quand même d'avoir des décisions modificatives pour des sommes aussi fortes. Voilà, c'était juste à peu près tout ce que je voulais vous dire. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? D'autres prises de parole? Non, monsieur Colombo, juste pour prendre un petit peu remettre les choses dans le contexte, hein, la décision modificative sur la section de fonctionnement, elle représente 1%. 1%. Donc être précis avec les difficultés qu'on peut avoir, les incertitudes globales, et être précis à 1%, je trouve qu'on n'est pas si mal. Il y a seulement 4% sur la section d'investissement, avec encore une fois, là on a une bonne partie qui sont des recettes supplémentaires sur lesquelles on ne sait pas exactement, comme l'expliquait M. Messey avec la M57, à quel moment les recettes vont arriver. Donc je crois que là on peut quand même remercier et féliciter encore M. Pujol et son équipe pour le travail réalisé, Monsieur Messey pour le travail réalisé pour cette préparation budgétaire qui est toujours complexe. Et donc là, on est pour moi sur des variations qui sont quand même assez faibles. Je propose de la mettre au vote. Donc, qui est contre? Alors, 8 voix contre. Merci. Qui s'abstient? Non. Qui est pour? Merci. Donc, il n'y a pas d'abstention. Donc, à la majorité, la délibération modificative numéro 1 est adoptée. Décision modificative numéro 1. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, donc nous passons maintenant à la délibération qui en découle un peu, la 51 pour la subvention à l'école d'art. Monsieur Messayer, je vous repasse la parole. Merci, monsieur le maire. Très brièvement, donc une subvention d'équilibre, une subvention complémentaire au bénéfice de l'école d'art et donc des Artiguais à hauteur de 9 500 € pour compléter ce budget annexe. Merci, monsieur le maire. Est-il une prise de parole? Demande de parole? Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, cette délibération 51 est adoptée. Monsieur Messey pour la 52. Délibération 52 et dernière délibération finance, donc une délibération aussi technique à l'instar de celle que l'on vient de passer, que vous avez votée. C'est une délibération relative au versement d'une subvention complémentaire au CCAS, subvention complémentaire de 5 414 € très exactement, pour permettre justement aux Artiguais de bénéficier donc de services du CCAS dans un contexte budgétaire du département très serré, comme vous le savez, et on a souhaité ne pas avoir de carence d'activité et de services pour ce CCAS. Merci, monsieur le maire.
Oui, y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Moi, je voulais juste une question, savoir si cette augmentation de budget va sur le fonctionnement ou vraiment aux artilleurs sur des choses bien précises qui sont fléchées. Et voilà, la question, c'est celle-là. Alors je peux apporter les éléments de réponse. Je ne sais pas si Mme Vinterre voulait. Ce sont en fait des ateliers qui étaient prévus pour les Artiguais, et avec les 17 000 € de recettes en moins quand même du département, on a estimé qu'on ne pouvait pas quand même sur le budget communal compléter l'intégralité, mais on ne pouvait pas non plus laisser les Artiguais sans activité sur le dernier trimestre en gros. Donc on a convenu de combler à hauteur d'un tiers à peu près les ateliers qui étaient prévus. Je ne sais pas si Mme Vinterre veut compléter. Non, je vais juste rajouter, mais effectivement, le désengagement du département est très important. Et on peut pas, c'est quand même des personnes, ce sont des ateliers auprès des aînés isolés, pour lesquels il y a un très beau travail de fait par des spécialistes, notamment sur de la gymnase adaptée, ou ne serait-ce que de se retrouver, des rencontres, de la créativité, des choses comme ça. Donc on a estimé avec Monsieur le maire de maintenir un petit peu quelques ateliers, quoi. Voilà. Et je préciserai que, effectivement, quand on dit des engagements contraints, c'est un des engagements contraints du département qui a cette année eu 114 millions d'euros de recettes en moins liées aux droits de mutation. Et le département qui est laissé dans une situation par l'État, dans une situation de dépendance à des recettes très variables, et donc est soumis à ces aléas. Et au bout d'un moment, le département, effectivement, n'ayant plus d'argent à distribuer, ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc on se retrouve en cascade avec le département qui a des difficultés et les communes qui peuvent avoir des difficultés, et en l'occurrence les CCAS. Le département continue toujours à aider vraiment à la même hauteur, voire un peu plus. Au niveau des épiceries sociales, par contre, ils sont vraiment très, très proches, et là-dessus, ils ne se désengagent pas. Voilà. Monsieur Colombo. Oui, je vous remercie. Je vous remercie pour cette réponse, et je salue déjà le travail qui est fait, effectivement. Et c'est une très bonne décision, et ça méritait d'être détaillé pour pouvoir montrer l'approbation de l'ensemble, j'espère, du conseil municipal. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote de cette délibération 53. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 52 est adoptée. Et nous passons maintenant, donc merci Monsieur Messey, nous passons la parole à Madame Vinterre pour la délibération 53. Merci Monsieur le maire. Donc délibération 53 qui est relative au choix du mode de gestion crèche Les Rêves Bleus. Donc il sera demandé au conseil d'approuver la poursuite de gestion du multi-accueil Les Rêves Bleus en DSP pour la période 2025-2030 et de décider pour cela de lancer une procédure de DSP sous forme de contrat d'affermage selon les caractéristiques générales énoncées dans le rapport joint de la délibération. Donc, le rapport a pour objet de présenter les raisons objectives qui ont conduit à opter pour une gestion déléguée sur cette période 2025-2030, et notamment au regard des avantages que peut présenter une DSP par rapport à une gestion directe en l'espèce. Donc, ces avantages est réelle qualification du délégataire dans le domaine d'activité concerné et donc bénéfice de l'expertise professionnelle d'un opérateur dans le domaine de la petite enfance, maîtrise du service par le contrôle du délégataire, encadrement par une convention d'objectifs et de moyens négociés avec le délégataire, et suivi de l'activité par les services de la ville. Il y a le risque également financier, juridique de l'exploitation de la structure intégralement supportée par le concessionnaire, la collectivité supportant quant à elle un coût fixe arrêté avant le début de la concession. Donc en outre, le rapport présente les caractéristiques du futur contrat de DSP, les principaux attendus de la ville quant au fonctionnement de la structure, l'esprit étant de garantir une gestion humaine, harmonieuse et en parfait accord avec les valeurs de service public, tant en termes de continuité que d'égalité d'accès. Le délégataire devra également consentir de réels efforts pour assurer une gestion respectueuse de l'environnement et associée aux autres structures petite enfance de la commune, garantissant ainsi
une identité de traitement des enfants, quel que soit le mode d'accueil proposé aux familles. Donc je voulais rebondir également par rapport à la polémique actuelle, que vous avez pu entendre bien sûr dans les médias, sur les crèches privées. Nous avons eu un entretien très rapide et en urgence justement avec la directrice de la structure et les directrices de secteur et plus haut, très rapidement, concernant donc les fonctionnements. Donc je voulais vous rapporter quelques faits, et puis enfin, des choses surtout qui nous rassurent. Bien sûr, on a eu un très bon entretien. Il faut savoir que voilà, il y a des contrôles qui sont faits officiellement par la CAF et par la PMI, quasiment tous les ans, pour lesquels il n'y a pas de problématique du tout relevée. D'autre part, l'équipe municipale établit régulièrement des contacts avec les Rêves Bleus, notre directrice petite enfance qui est en relation hebdomadaire, voire toutes les semaines avec la directrice également de cette structure. Nous avons également une équité dans les propositions d'activités qui sont faites aux enfants fréquentant la crèche avec les mêmes intervenants. Nous avons des participations à des événements festifs de la commune en commun avec les 2 crèches multi-accueil et donc la crèche également les Rêves Bleus. Nous avons également des temps d'échange de jeux entre les équipes et les enfants des Rêves Bleus et les jeunes pousses, donc du multi-accueil. Donc c'est sur ces temps d'échange, on peut se rendre compte également de ce qui se passe et observer le comportement des encadrants. Donc rien à remonter là-dessus. Nous avons également une psychologue qui est sur les 2 structures, qui travaille sur les 2 structures de la même manière, et donc qui rencontre bien sûr les enfants, les encadrants des 2 structures, pour lesquelles il y a des réunions d'analyse de pratique, tout se passe plutôt bien. Il n'y a pas de retour négatif non plus de la part, il n'y a pas de signalement de la part des parents. Les utilisateurs des structures également vont vers le RPE pour pouvoir avoir les places et avoir nous avons le même engagement pour tous nos enfants artigués, que ce soit sur n'importe quelle structure. Je peux vous dire également que sur les éléments rédhibitoires sur lesquels, a priori, sur les comportements de la direction, on a bien échangé sur notamment, il était question de restriction de nourriture pour les enfants, soi-disant une baisse de 12% sur ces repas. Là, il n'en est absolument pas question. Et puis en plus, au niveau national, on ne leur demande pas ces restrictions. Par exemple, 2 enfants ne sont pas là un jour, de toute façon, on ne peut pas retirer les repas le jour même. Il y aura 2 repas en plus ce jour-là. Voilà. S'il faut retirer des repas, si des parents décident de ne pas mettre leurs enfants, il faut qu'ils avertissent également très à l'avance. Et donc, par rapport au repas, c'est au moins 10 jours d'annonce, je crois, auparavant. Le bio respecté également. Il n'y a pas de surbooking non plus. On a parlé de surbooking sur cette affaire-là. Il n'y a pas de surbooking du tout non plus. Au contraire, le taux d'occupation est peut-être un petit peu en dessous. Voilà. Également, sur les services techniques de la ville qui sont très à même de s'occuper de tout ce qui est technique sur le bâtiment également. Bien sûr, les équipes qui sont renouvelées, qui ont pu avoir un turnover assez important ces derniers temps sur People, bien sûr, c'est toujours des professionnels diplômés. D'accord ? Ça ne peut pas être autrement. Ça, de toute façon, que ce soit au niveau public comme au niveau privé, c'est la même chose. Ce que je pourrais terminer en disant qu'on avait bien déjà musclé le dernier appel d'offres en intégrant des éléments RSE. Mais là, certainement qu'il faudra revoir un petit peu le contenu pour améliorer encore plus et être encore plus pointu sur ce qui pourrait être encore améliorer l'accueil des enfants. Mais soyez en tout cas rassurés,
On est au plus près, nous, de cette structure et ça se passe quand même très bien. Voilà. Monsieur le maire. Merci Madame Vinter bon, je m'associe bien sûr à cette position, mais je vais vous laisser peut-être la parole, Monsieur Cholet, puis après Monsieur Colombo. Merci, monsieur le maire. Madame Winter, je suis rassuré, effectivement, parce que, en fait, vous m'avez volé la question dans la longue parenthèse que vous avez ouverte à l'instant, vous expliquant que la sécurité, tout ce que vous avez mis en place. Donc, notre groupe tenait à vous remercier, parce qu'effectivement, il y a cette polémique là, qui n'est pas rassurante à l'échelle du national. Donc, je voulais vous remercier au nom du groupe, qu'effectivement, vous avez pris toutes les dispositions nécessaires. Merci. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y avait, ce livre, il porte sur l'ancien directeur quand même national. Et depuis 5 jours, il y a un nouveau directeur qui est arrivé et qui quand même arrive avec des objectifs et une remise. Voilà, enfin, c'est complètement différent a priori de ce qu'elles nous ont expliqué. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Et il faut surtout. Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, le contrat, pour l'avoir lu, ça va dans le bon sens. Et puis, je ne suis pas très inquiet non plus sur la surveillance qui est faite constante. Par contre, je vais rentrer dans les détails, savoir sur les 24 berceaux qui constituent le rêve bleu. Est-ce qu'il y a toujours des berceaux qui sont réservés pour les entreprises et que BBBiz va gérer eux-mêmes, ou est-ce qu'on a récupéré la totalité des berceaux pour les artillés? Non, il me semble qu'il y a quelques berceaux réservés pour les entreprises, mais c'est très peu, c'est 3 berceaux. C'était 3 la dernière fois, oui. Et Donc, est-ce qu'on connaît le taux d'occupation de ces berceaux-là? Parce que à l'époque, ils n'étaient pas occupés. Et si on peut les récupérer, parce qu'on a quand même des demandes sur la commune, comme d'autres communes. Oui, il faudra qu'on voit comment, si dans notre nouveau contrat, on souhaite les récupérer et comment les récupérer. Au niveau taux d'occupation, oui, ils sont occupés dans tous les cas. Oui, en tout cas, sur les places qui nous sont réservées, c'est full. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait des berceaux réservés aux entreprises qui, eux, se gardaient, puisque c'est eux qui les gèrent en direct, qui n'étaient pas occupés. Et donc, quand on connaît le taux d'attente pour à la fin, le temps d'attente qu'il y a sur les communes en général pour avoir une place en crèche. Sachant qu'on n'a pas les assistantes maternelles qui sont complètes, nous. On arrive à solliciter tout le... Voilà, après, si les enfants souhaitent pas, enfin les parents ne souhaitent pas les mettre en assistante maternelle, c'est une autre histoire. Mais c'est un choix différent. C'est un choix différent. Deux choses différentes. Oui. Bien, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur cette délibération? Tout le monde a pu s'exprimer. Bon, écoutez, moi je compléterai simplement en disant que voilà, on a aussi au niveau de la municipalité fait le choix, notamment dans la structure, d'avoir une directrice spécifique sur la petite enfance, séparée de la partie enfance-jeunesse, où il y avait déjà pas mal de travail. Donc cette directrice aussi, avec l'appui bien sûr constant de Madame Vinter, une attention toute particulière sur la petite enfance, qui nous permet vraiment d'avoir un contrôle, mais une vision assez claire et des relations qui se créent entre notre accueil, la crèche des Rêves Bleus et le multi-accueil communal, c'est qui nous permet vraiment d'être rassurés sur ce qui se passe. Moi, j'y passe régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par an, à l'occasion des petits déjeuners qui sont organisés ou des goûters. Je n'ai pas vu d'anomalie. Puis aussi, Madame Vinter a dû le dire aussi, mais l'aspect bâtimentaire, vous savez que c'est nous qui gérons le bâtiment, donc il n'y a pas de spéculation telle qu'on a pu l'entendre sur la question du bâtiment. Donc je vous propose de passer au vote pour cette délibération. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Et je passe la parole à Monsieur Lureau maintenant pour la délibération 54. Merci Monsieur le maire. Donc une délibération qui a trait à la convention d'occupation du domaine public pour la halle de marché. Donc un petit rappel historique, cette halle est issue du contrat de Codève entre Bordeaux Métropole et la ville d'Artigues-Près-Bordeaux, là où les intérêts des deux parties se rejoignaient. L'intention de la ville d'Artigues de redynamiser le centre-bourg et la volonté de Bordeaux Métropole d'implanter au maximum et d'accentuer son investissement en photovoltaïque sur des zones déjà artificialisées. Je rappelle que l'objectif de Bordeaux Métropole était une métropole à énergie positive à échéance de 2050. Et c'est un objectif très ambitieux. Il
faut que chacun y prenne sa part, sinon on n'y arrivera pas. Il faut savoir que cet ouvrage est réalisé sur un foncier appartenant à Bordeaux Métropole et qu'il a été réalisé sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole, même si le financement a été partagé. Donc dans ce cadre-là, pour pouvoir l'occuper et en faire ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un marché le samedi, un parking la semaine, et peut-être y développer un certain nombre d'activités artistiques ou festives, il convient que Bordeaux Métropole nous délègue l'autorisation d'utilisation de cet ouvrage. Donc c'est l'objet de la convention qu'on vous présente aujourd'hui. Cette convention, elle répartit la charge de l'entretien et de l'exploitation du site en 2 parts. Donc une part qui revient à la ville d'Artigues-près-Bordeaux, qui est globalement la charpente et les locaux techniques, et la part qui revient à Bordeaux Métropole, qui est la partie photovoltaïque, donc tous les panneaux qui sont en couverture, la partie puissance du photovoltaïque et les bornes et RVE, parce que vous avez remarqué qu'il y avait 4 bornes, enfin 2 bornes, mais avec 2 possibilités chacune, donc 4 possibilités de recharge de véhicules électriques sous la halle. Pour rappel, j'en profite, parce que je pense que ce sera la dernière délibération sur cet ouvrage, l'énergie produite par la halle est d'abord autoconsommée pour la partie éclairage, pour la partie alimentation des commerçants du samedi matin et pour la partie borne de recharge de véhicules électriques. Le surplus, et il est très important, est effectivement renvoyé dans le réseau. Et c'est la raison pour laquelle Bordeaux Métropole a réalisé cet ouvrage également. Il y a un retour sur rentabilité entre la pose des panneaux et la revente de l'énergie. Pour mémoire, M. Colombo m'avait posé la question, j'ai vérifié. Les panneaux sont bien d'origine française, réalisés par l'entreprise Voltec, qui est une entreprise du Bas-Rhin. Là aussi, c'était un choix important de la municipalité d'avoir des panneaux translucides. Donc, ça saute peut-être pas aux yeux pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais quand on est dessous, c'est très important. Il y a une partie de la lumière qui passe quand même à travers les panneaux. Ce n'est pas des espèces de plaques sombres et moches comme on voit sur certaines ombrières un peu posées un peu partout. Et voilà, on a soigné particulièrement également l'esthétique de la charpente, vous le savez. Particulièrement fier de l'inauguration qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine, avec une grosse participation des Artiguais. Et il y a un sujet important, vous voyez, ça a provoqué des réactions immédiates. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Dès ce samedi, c'est-à-dire samedi dernier, j'ai rencontré des commerçants qui vont venir sur le marché d'Artigues. Et l'élément générateur, c'est le confort de la halle. Voilà. Donc, ça veut dire que dès le début, ça génère des retours. Quand on a pris ce marché, il était un peu léger, voilà, avec 4 ou 5 commerçants. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine chaque fois, parfois 12 ou 13. Et dès aujourd'hui, des nouveaux commerçants demandent à venir s'installer par le confort que représente cette installation. Je pense que c'est important. Voilà rapidement ce que j'avais à vous dire sur cette délibération, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions complémentaires? Des prises de parole? Donc moi, je voulais me joindre, remercier les élus qui étaient présents, tous les élus, y compris les élus d'opposition qui étaient là samedi lors de l'inauguration. Donc je vous remercie, ce qui montre que voilà, on arrive quand même à travailler ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. Donc en tout cas, je voulais vous remercier sur ça, puis remercier les services, notamment Madame Vallée, et puis d'autres qui ont travaillé sur ce dossier depuis pas mal de temps. Monsieur Leroux, je l'ai déjà dit, et puis d'autres, et Monsieur Verdon aussi sur la partie du VRD sous la halle. Merci encore à toutes et à tous. Et puis je vous propose de passer au vote. Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 abstentions. Et donc, qui est pour? Merci. Donc, la majorité, cette délibération est adoptée. Je passe la parole à Monsieur Lureau pour la délibération numéro 55. Donc, il s'agit d'une délibération assez classique de transfert de responsabilité de maîtrise d'œuvre SDEG sur le projet du PUP de l'allée des Papillons. Donc il y a une petite partie des travaux qui relèverait de la charge de la commune, de la maîtrise d'œuvre de la commune, qui est l'enfouissement des réseaux de télécommunications. Dans le cadre du PUP, puisque le SDEG a déjà une intervention très importante, nous lui avons délégué notre maîtrise d'œuvre sur cette petite partie d'ouvrage. Ça représente une somme très faible, puisque le global des travaux est de l'ordre de 12 000 € hors taxe, et que le SDEG prend 7% de ce montant-là pour réaliser la maîtrise d'œuvre. Dans tous les cas, je vous rappelle que ce PUP a été négocié par la ville à 100% à charge du promoteur, c'est-à-dire que tous ces travaux et donc ces engagements ne nous coûtent rien, ils seront payés par le promoteur qui règle son installation.
Voilà. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 55 est adoptée. Et donc, je vais passer la parole à Madame Lesbatz pour les 6 ou 7 délibérations restantes. La 56, Madame Lesbatz. Oui. Oui. Donc, cette convention, d'ailleurs, hein, ce ne sont que des conventions que j'espère nous allons signer. Donc, la première concerne une convention avec les jardiniers du Coteau pour une gestion partagée, une gestion citoyenne du rucher pédagogique. Donc, il y a un membre des jardiniers du Coteau qui se porte volontaire, qui est bénévole pour gérer ce rucher et faire en sorte que ça permette d'avoir une protection, une préservation de l'abeille noire, qui, on le sait, c'est une variété ancienne, hein, qui est très résistante aux variations climatiques, qui est aussi une très très bonne pollinisatrice, hein, je crois que ça fait partie des meilleures, et qui n'a, pour ainsi dire, pas d'agressivité vis-à-vis de l'homme. C'est aussi et surtout l'objectif de cet atelier, c'est pas forcément la production de miel, hein, c'est pas la meilleure d'ailleurs abeille pour cela, c'est de faire de la médiation, de la sensibilisation auprès des enfants, des familles, des agents aussi de la commune. Donc c'est un objectif pédagogique. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Non, il n'y a pas de questions. Écoutez, je suis ravi qu'on puisse signer cette convention avec cette association pour préserver la biodiversité. Donc je propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 57, Madame Lesbatz. Alors la suivante concerne une convention qui est une reconduction avec l'association Unicité. Donc cette année, tout à l'heure j'en ai parlé lorsque je vous ai parlé du prix que nous avons eu au niveau métropolitain, c'est de reconduire ce partenariat avec des services civiques, de 4 services civiques que nous partageons avec la commune de Lormont. Sur la métropole, il y a 6 communes en binôme qui sont concernées. Donc nous continuons avec la même commune, ce qui paraît logique parce que c'est une commune, on va dire, riveraine. Donc pour continuer à monter des projets autour des mobilités douces. Et alors ça dure, ces services civiques arrivent au mois de novembre, il reste jusqu'à la fin juin, début juillet, donc 8 mois. Donc voilà, je répète ce que j'ai déjà dit l'année dernière et tout à l'heure. Merci. Je rappelle que la seule contrainte que nous avons, si on peut appeler ça contrainte, c'est de leur donner une personne référente, qui est Arnaud, effectivement, des locaux. Ils sont là 2 jours par semaine. 2 autres jours, ils sont à Lormont. Et 1 jour par semaine, ils sont au niveau de la métropole. Ils ont des formations aussi. Donc, mais ça ne nous coûte rien. C'est l'État et la métropole qui donnent les subventions, enfin les aides financières à ces services civiques. Merci Madame Lesbatz. J'en profite pour signaler que nous avons, mais vous avez dû le voir, mis en service la voie verte qui part du rond-point de Tresse, c'est-à-dire pratiquement tout le boulevard Feydeau maintenant, hein, jusqu'au rond-point du château Feydeau, a été mis en service cet été pour améliorer bien sûr les mobilités douces et la pratique du vélo sur la commune, et avec aussi la partie au poteau d'Ivrac, où les travaux sont maintenant terminés depuis quelques mois. Et je vous invite d'ailleurs à redécouvrir le poteau d'Ivrac et à soutenir notamment les commerçants de la commune en général, ceux du poteau qui ont eu pendant quelques temps à subir, on va dire, les difficultés d'accès de leurs clients avec les travaux. Donc n'hésitez pas à les retrouver. Donc je propose de passer au vote s'il n'y a pas de prise de parole sur cette délibération. Je n'en vois pas. Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 57 est adoptée. Je passe la parole à Madame Lesbatz, toujours pour la 58. Là, c'est une convention avec l'association Lettres du Monde. Alors, c'est une reconduction depuis de très nombreuses années qui nous permet de découvrir les cultures étrangères. Donc, cette année, ce sera une rencontre avec un auteur de policier, Victor Del Arbol, le 16 novembre à 11h.
Il y a toujours vente de ces livres et dédicace de l'auteur. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Ben, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 58 est adoptée. Je vous remercie. 59, Madame Lesbat. C'est une convention là avec le Conservatoire de Bordeaux, Jacques Thibault. Là aussi, c'est une reconduction. On a l'habitude tous les ans, effectivement, de faire un échange avec eux. Cette année, il y a un changement sur le type de musique proposée. C'est avec la musique actuelle. Donc, il y aura un spectacle avec une première partie avec nos élèves des écoles d'art et la deuxième partie avec les élèves du conservatoire, et aussi des rencontres entre les élèves, voilà, qui se déroulent sur notre site ou au conservatoire. Merci. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Non. Eh bien, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité. La délibération 59 est adoptée. Je vous remercie. Délibération 60. Alors, elle se fait avec l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux. Alors ça, c'est une délibération que l'on n'imaginait pas, parce que l'année dernière, enfin, avant les vacances, on a participé au préambule de la fête du vin. Hein, c'était la première fois. Donc, il y a des viticulteurs qui sont venus présenter leur vin, les faire goûter le jour d'un apéro-concert. Et là, en échange, la commune devait proposer un spectacle. Donc, c'est pour ça qu'on les a intégrés à un apéro-concert. Et on a découvert après coup qu'en fait, l'Office de tourisme nous paye une partie du prix du contrat de cession. Donc, nous allons recevoir 500 € pour avoir participé à ces préambules fête du vin. Merci. Y-a-t-il des questions? Non. Écoutez, nous passons au vote pour cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 61. Alors, il reste 2. Oui, alors ça, c'est nouveau aussi. Depuis cette année, nous participons à un festival international des arts de Bordeaux, hein, c'est le FAB. À cette occasion, on a pu proposer aux habitants, aux citoyens qui font partie de ce groupe qu'on appelle Programme Acteur. Hein, vous savez, c'est un groupe citoyen qui a été créé l'année dernière. Et on a donné la possibilité que ce soit eux qui choisissent le spectacle. Et ça a été choisi à l'unanimité. Ils ont choisi un spectacle qui est à la fois un mélange de cirque, de théâtre, de musique et de danse. Ça s'appelle Idiophona. C'est un artiste catalan qui s'appelle Catala, Joan Catala. Et ça va avoir lieu très prochainement, le 9 octobre, dans le site de Saint-Leu. Donc je vous invite à venir voir ce spectacle. Merci. Avez-vous des questions? Non plus. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 61 est adoptée. Et Madame Lesbat, pour la dernière délibération, la 62. Alors celle-ci, on la renouvelle pour la 4e fois, hein, la 4e année, oui, depuis 2020. C'est un partenariat avec l'association Les Étoiles en Chantier. En fait, c'est l'association qui permet de proposer du théâtre d'improvisation. Donc c'est un partenariat qui se maintient, qui a de plus en plus de succès. C'est-à-dire que les ateliers que l'on propose au CM2 tous les ans, et que l'on va reconduire, effectivement, puisque ça fait partie des éléments de la Convention, puisqu'il y a à la fois un atelier à FEDO tous les mardis soirs, mais il y a aussi des propositions d'ateliers culturels au sein des classes. Donc tous les CM2, depuis quelques années, peuvent en profiter. Et actuellement, on est pratiquement à une vingtaine d'enfants inscrits, une vingtaine d'ados, voilà, qui sont inscrits à cet atelier pour cette année qui démarre. Merci. Des questions? Non plus. La culture ne pose pas de questions, n'appelle pas de questions. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette délibération est adoptée et je vous en remercie. Et juste avant de vous libérer, je voulais vous signaler que nous aurons très probablement le prochain conseil municipal le lundi 28 octobre. Alors, je sais que c'est au milieu des vacances scolaires, mais
calendrier nous est un petit peu imposé par divers événements. Donc j'espère que nous pourrons compter sur vous toutes et tous. Merci, très bonne soirée.